Est-ce que vous avez bien pensé, après vous êtes lavé les mains, peut-être les dents aussi, à fermer votre téléphone? C'est bon? Ok. Camille Lefebvre, Des pays au crépuscule. Bonjour Camille Lefebvre. Oui, alors on va avoir un petit jeu comme ça de doigts pour actionner et éteindre les micros. Bonjour Camille. Avant d'aborder la question du titre, qu'est-ce qui vous a amené en ces territoires-là? Alors, je suis venue à l'histoire de l'Afrique complètement par hasard. J'ai fait j'ai fait une licence d'histoire normale et je voulais travailler sur n'importe quoi d'autre que la France. Donc, à ce moment-là, je pensais que je voulais plutôt travailler sur la Russie. J'ai été à plein de réunions de master et c'est finalement l'ambiance en histoire de l'Afrique où il y avait plein de choses nouvelles, plein de choses à faire qui m'a séduite et je suis arrivée là complètement par hasard. Ça fait combien de temps que vous avez commencé alors ce bouquin-là ou les études coloniales d'une manière générale? Alors, j'ai commencé à travailler sur le Niger en 2001 et ce livre-là, je dirais qu'en gros, je commence à en voir les questionnements autour de 2010 et puis c'est surtout un document d'archives de 2013 qui m'a vraiment donné envie de pousser. Quel document d'archives? C'est un gros dossier que j'ai trouvé aux Archives nationales à Niamey, qui est un ensemble de lettres en arabe écrites entre les souverains de la région, donc les autorités, les sultans, et les militaires français. Des deux côtés, on écrit en arabe et on négocie en faisant référence à Allah. Et donc, ce dossier assez fascinant où il y avait les lettres des Français aussi en arabe et puis évidemment les lettres des différents souverains de la région m'a beaucoup intéressée. Il y avait 162 lettres, c'est un gros dossier, et c'est de là que je suis partie. Et ce qui correspond à une forme de source inédite qui avait jamais été, en tout cas même la question de l'arabe écrit par les Français, c'est des sources qui n'ont pas été exploitées jusqu'à présent. Alors, on n'est jamais les premiers en histoire, hein. Il y a toujours des gens qui ont écrit quelque chose avant. Il y avait des travaux, notamment sur l'Algérie, avec Colette Establé, qui avait travaillé avec ce type de documents. Il y avait aussi Brussol ou Beneltar aussi, aux États-Unis, qui avaient repéré ce type de documents. La différence, la spécificité du corpus qui est à Niamey, c'est que là, on avait les versions arabes des militaires français. Et ça, c'est rare. Très souvent, on a leur version française, puis ensuite, ça a été traduit et envoyé aux souverains locaux. Mais là, on avait les deux versions, ce qui permettait des comparaisons entre le texte français et le texte arabe, c'est-à-dire qu'est-ce que l'officier a dicté et ensuite qu'est-ce qui a été exactement écrit et transmis. Et donc ça, c'était particulièrement intéressant. Alors on va commencer par le titre, Des pays au crépuscule. J'ai envie de vous poser la question simple, pourquoi pays? Vous avez, enfin, tout titre mérite moult réflexions. Pourquoi pas, bon, sans doute pas nation, ça c'est peut-être pas contrée non plus. Enfin, pourquoi pays déjà, une première question. Et puis une deuxième, crépuscule, avec le double sens que le mot peut avoir, c'est-à-dire de fin et de début. J'imagine que vous êtes appuyé sur la symbolique de cette duplicité-là au niveau de la signification. Alors, des pays, ça voulait d'abord marquer qu'on pense souvent les sociétés africaines comme un tout généralisé, indifférencié. Et on voit les militaires, quand ils arrivent, négocier avec des chefs de village. Mais là, ce que je voulais montrer, ce qu'essaye de montrer le livre, c'est que on n'est pas face à des chefs de village, qui est vraiment une expression coloniale. On est face à des États. On est face à des États qui sont organisés, où il y a de la conscription, où il y a des formes d'imposition, où il y a des organisations qui sont d'ordre étatique. Bon, j'aurais pu dire des États au crépuscule, j'ai dit des pays au crépuscule. Le crépuscule, l'idée, elle vient de la longue nuit d'Achille Mbembe. Alors, pour être honnête, à l'origine, le livre, j'avais pensé l'appeler Des pays à l'aube, mais les connotations positives de l'aube ont forcément m'ont posé problème. Et donc, j'ai renversé autour de cette notion du crépuscule, avec l'idée que ce qui commence à ce moment-là, c'est la fin d'une époque. Le livre se concentre vraiment sur un moment qui est la fin d'une époque et le début d'autre chose. Et comment, dans ce crépuscule, dans ce moment où les choses sont un peu grisâtres, il se passe des choses qu'on peut essayer de... Et si on essaie de les comprendre, on peut vraiment comprendre ce qui est ensuite devenu la domination coloniale. Et c'est ce qui fait, entre autres, tout l'intérêt de votre ouvrage, puisque ça se passe effectivement dans une fourchette chronologique très mince, 1898-1906. On va y revenir sur le pourquoi et le comment de cette fourchette chronologique.
Donc c'est un livre qui nous plonge, là je commence une petite présentation, c'est un livre qui nous plonge au cœur des commencements de la construction de la domination coloniale. Vous pouvez me commenter, hein, vous pouvez me couper. Dont la conquête commence donc en 1898. Bon, alors pour le coup, la date d'ouverture, elle est simple, puisque c'est l'arrivée des troupes coloniales. C'est un moment, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est un moment déterminant, c'est le temps comme vous venez de le dire, d'un basculement, le passage entre l'occupation et la colonisation, hein, colonisation et occupation, occupation et colonisation, c'est un principe justement qui est assez important. Et je vous cite, c'est un moment, il y a des très beaux passages dans cet ouvrage, ça c'est une phrase parmi tant d'autres, c'est un moment où le futur se ferme, où l'avenir se réduit, que la domination coloniale se matérialise. Donc c'est vraiment ce coup de projecteur que vous portez sur cette période-là. Donc c'est un livre qui va nous donner de façon avec beaucoup de proximité et une espèce de polyvalence, une idée de la réalité quotidienne de l'occupation coloniale, des enjeux, de tous les enjeux qui se trament, ils sont complexes, ils sont variés. Justement de la complexité aussi de la société, des sociétés africaines et de l'organisation interne qui n'est pas non plus sans conflit, hein, avant et pendant l'occupation française, des relations de ces sociétés africaines avec les occupants. Et il y a un effet il y a un côté un peu choral avec un positionnement de votre part que j'ai pleinement apprécié, parce qu'il y a comme ça, on est au cœur d'une histoire un peu kaléidoscopique, j'ai envie de dire, ou en tout cas impressionniste, et qui permet avec beaucoup de subtilité d'apprécier les comportements des uns et des autres et la complexité des uns et des autres. Alors justement, je reviens à cette question-là. Pourquoi? Alors oui, on va revenir, hein, sur les débuts de 1898, mais pourquoi 1906? Pourquoi vous arrêtez en 1906? Alors, l'idée du livre, c'était que d'abord, voilà, on a 80 militaires français qui arrivent dans cette région, dans des territoires qui font environ 1 million de kilomètres carrés, et qui arrivent à prendre le contrôle de 2 villes de 20 000 habitants, qui s'étendent donc sur 1 million de kilomètres carrés, des villes qui sont puissantes, qui sont des États. Et ma question de départ, c'était comment ils ont fait concrètement, c'est-à-dire comment ça se passe, au-delà de la supériorité militaire qui permet de gagner une bataille, qui permet même à la rigueur de prendre une ville, comment la domination s'installe, c'est-à-dire comment ces gens-là arrivent à prendre le pas sur ces États et arrivent à devenir ceux qui contrôlent ces régions. Donc pour ça, il fallait vraiment aller regarder au plus près pour voir comment ça fonctionnait. Et donc 1906, j'ai essayé de déterminer le moment où les différentes autorités politiques de la région avaient perdu le contrôle. C'est-à-dire le moment où, pendant il y a toute une période ambiguë, où ils continuent à percevoir l'impôt, ils continuent à pouvoir mener une armée, même si les colonisateurs sont là. On a ces 5-6 ans, même 7 ans, qui sont pleins d'ambiguïté, où là, on ne sait pas exactement. Et tout d'un coup, on se rend compte, par des événements, des micro-événements, qu'en réalité, les militaires coloniaux ont pris complètement le pas sur les autorités politiques locales et que celles-ci, presque sans s'en rendre compte, ont perdu le contrôle de leur propre État. Et pour moi, ça se passe autour de 1906, avec une affaire de complot à Zinder et avec aussi, notamment à Agadez, le sultan d'Agadez qui choisit d'aller voir les Français et de leur demander de l'aide contre une partie des différents groupes Touaregs du massif de l'Aïr, c'est-à-dire de la région qui est autour d'Agadez. Et ces gens-là sont en conflit avec le sultan et le sultan décide d'aller chercher les Français pour renforcer sa position. Et voilà, une série d'éléments comme ça. Le dernier élément aussi que j'identifie comme un micro-événement qui a un effet, c'est une partie des esclaves de cour. Donc des gens qui sont au cœur du pouvoir, qui vont décider de se retourner contre leur maître et de choisir le camp des Français. Donc voilà, cette série de micro-événements, elle change la donne tout d'un coup et les gens ont perdu. La domination n'est plus seulement militaire, elle devient colonisation avec prise de contrôle sur ces sociétés. Et c'est des sociétés qui se posent des questions dès le départ aussi, qui s'interrogent, hein, sur la présence coloniale. Et on voit bien que c'est pas leur détermination est loin d'être claire, hein, dès l'arrivée des Français. Alors vous avez cité, bon, c'est les deux pôles régionaux, la ville d'Agadez et la ville de Zinder. C'est là où ça se passe. Hein, c'est les deux. On va y revenir. Je veux quand même que vous détailliez un petit peu plus en avant la question des sources, hein, que vous avez commencé à aborder tout à l'heure, mais j'aimerais que donc vous nous parliez mais vous n'avez pas utilisé que ce dossier-là. Hein, on est bien d'accord, parce que vous avez aussi utilisé des traités juridiques, je crois, des fatwas,
Alors, vous allez nous expliquer à quoi exactement ça correspond. Et effectivement, ces textes arabes écrits par des militaires français, alors c'est pas tous les militaires français n'écrivent pas en arabe, mais il y a une partie des militaires, il y a comme un effet un peu caméléonesque de la part de certains militaires français qui alors on le retrouve dans cette zone-là, mais on le retrouve, moi j'ai pu croiser cet effet-là en Algérie ou en d'autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait penser à cette mode de l'époque, vraiment à l'extrême fin du 19e. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé cette iconographie-là, à l'extrême fin du 19e, au début du 20e, où il y avait une mode de l'habillement, où Pierre Loti, par exemple, où le héros colonial est un personnage qui s'habille et qui se transforme en permanence. Il y a un côté un peu opéra comique, etc. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a des militaires français qui prennent le costume à la fois arabo-musulman, on va dire, de la culture arabo-musulmane. Donc, détaillez-nous un petit peu cette addition de sources que vous avez utilisée. Alors, je viens d'un champ qui est le champ de l'histoire de l'Afrique. Et donc, quand j'analyse la colonisation, je l'analyse d'abord du point de vue des sociétés africaines. C'est-à-dire que mon point de vue part d'abord des sociétés africaines et de comment on peut les comprendre. Ce qui est fondamental en histoire de l'Afrique, c'est de comprendre ces sociétés à travers leur propre mode de narration, à travers leur propre langue, à travers leurs propres récits. Et donc, dans le livre, j'utilise des documentations en Haoussa, en Kanouri ou en tamashek, qui sont les langues qui sont parlées dans cette région, notamment le Haoussa et le Kanouri, qui sont des langues véhiculaires à cette époque-là et qui sont parlées très largement. Le Haoussa est toujours véhiculaire, parlé par 70 millions de personnes, c'est la deuxième langue d'Afrique. Et donc, ces sources issues des sociétés africaines, elles sont parfois écrites, notamment recueillies par des linguistes au Caire ou à Tunis au début du XXe siècle, mais elles sont aussi orales. J'ai par exemple utilisé des entretiens qui avaient été faits dans les années 60-70 par des ethnologues ou par des historiens qui avaient enregistré un grand nombre de bandes et n'avaient utilisé qu'une partie. Et je pense que c'est une piste importante pour les historiens de l'Afrique aujourd'hui. J'ai aussi utilisé donc une documentation en arabe, puisque dans cette région-là, les gens parlent en Haoussa, en Kanouri, en tamashek et dans d'autres langues, mais ils écrivent en arabe. La langue du pouvoir, la langue de la négociation, la langue de la diplomatie, c'est l'arabe. C'est une langue qui est maîtrisée par un petit nombre d'érudits. C'est-à-dire que tout le monde ne parle pas l'arabe. Certaines personnes, d'ailleurs, n'en maîtrisent que l'écrit, mais il y a une pratique très ancienne qu'on peut remonter sur 4, 5, 6, 7 siècles pour certaines régions, même plus, de diplomatie en langue arabe. Et donc, il y a des chancelleries à l'intérieur de ces pouvoirs qui écrivent des lettres, qui écrivent des traités. Et il y a aussi, au-delà de cette question diplomatique, dans cette culture écrite en arabe, ces lettrés, ils pratiquent aussi des écrits qui sont des écrits, de plusieurs ordres, qui peuvent être d'abord juridiques, mais qui peuvent être aussi théologiques. Et donc, on trouve notamment un certain nombre de traités théologiques pour savoir est-ce que on peut commercer avec des Français, est-ce qu'on peut rentrer en relation avec eux, est-ce qu'on peut, si on vit sur leur territoire, est-ce qu'on sera toujours des musulmans, par exemple. Voilà, il y a tout ce type de questions-là. Mais je suis d'abord aussi une historienne, et donc j'ai aussi travaillé sur les archives coloniales, et la très grande variété des archives coloniales. Ce qui est très intéressant pour ces archives coloniales de cette époque-là, c'est qu'on a une très grande variété. C'est-à-dire on a l'archive coloniale classique, celle qui est arrivée jusqu'en France, jusqu'au ministère, qui est aujourd'hui à Aix-en-Provence, mais on a aussi énormément d'archives coloniales locales qui sont restées à Niamey, qui permettent vraiment d'observer la colonisation au plus près. En gros, c'est ce que le chef de subdivision envoie au commandant de cercle, et ça n'est jamais envoyé à Paris. Et elles ont été très bien conservées à Niamey, en particulier pour cette période, et donc on a des masses documentaires énormes. Autre élément, et ça c'est peut-être là que j'ai trouvé les choses les plus intéressantes, il y a toutes les archives personnelles des différents officiers qui étaient là sur place. C'est les correspondants. Voilà, ils écrivaient tout le temps, ils écrivaient pour leur administration, pour leur chef, mais ils écrivaient aussi à leur famille, ils écrivaient à leurs camarades qui étaient dans le poste voisin. Et si on regarde la diversité des manières d'écrire, on voit comment, en fonction des lieux, ils n'écrivent pas la même chose. Ce qu'ils disent à leur supérieur n'est pas la même chose que ce qu'ils envoient simplement au commandant de cercle, qui est beaucoup plus proche. Ce qu'ils disent à leurs parents n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils disent à leurs camarades, à leur père. Et donc, on a toute une variété d'écrits, et il y a certaines choses dans ces archives privées qui n'apparaissent pas du tout dans les archives coloniales officielles et qui permettent d'accéder aussi à des choses.
Oui, on va le voir, enfin, en particulier là où c'est très intéressant, c'est sur ce qui concerne les relations amoureuses ou affectives. Là aussi, c'était pour moi une découverte. Effectivement, il y a toute une sédimentation, une stratification de ces sources diverses et variées que vous avez analysées, mais dont il faut faire aussi attention, parce que le langage utilisé est toujours codé, toujours stratégique, et toujours, y compris d'ailleurs dans les non-dits et les secrets. Alors des secrets, il y en a beaucoup sur cette histoire-là. Le premier, c'est celui qui relève du militaire, la Grande Muette. Parfois, enfin vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, vous tapez un peu contre le mur du silence militaire. Mais on va y revenir. On va y revenir. Vous nous dites au début de l'ouvrage, et je crois que c'est important de le signaler, que pour appréhender cette histoire, il faut absolument, et j'aimerais que vous nous expliquiez ce à quoi ça correspond précisément, défataliser notre regard. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bon, c'est souvent le cas en histoire, mais là, on connaît le résultat, on connaît ce qui s'est passé à la fin, c'est-à-dire que nous, on sait que cette région va être colonisée et qu'elle va être ensuite dominée pendant 60 ans. Mais le problème, c'est que si on a ça en tête, on a tendance à juger les acteurs par rapport à ce qui s'est passé après. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de comprendre leur réaction par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir en tête qu'eux ne savent pas ce qui va se passer, y compris les militaires coloniaux. C'est-à-dire qu'au moment même où ils arrivent dans cette région, la stratégie de la France concernant cette partie du monde n'est pas claire. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé d'occuper cette région pour y construire une domination coloniale. On leur a demandé de passer par là, sur la route du Tchad. L'objectif des Français à ce moment-là, c'est d'abord le Tchad et la réunion des différentes possessions françaises entre l'Algérie, ce qui est aujourd'hui le Gabon, et le Haut-Sénégal-Niger. Donc c'est très important, mais c'est la même chose pour les élites lettrées ou les souverains locaux. C'est-à-dire que ils sont en lien avec l'Algérie, donc ils ont certaines idées de ce que peut être une colonisation. Mais il faut d'abord penser les choses du point de vue de leur propre histoire, parce qu'eux-mêmes le font, c'est-à-dire du point de vue de l'histoire de ces sociétés-là, des formes de domination coloniale avec installation d'un pouvoir étranger qui prend le pouvoir et qui prend la main sur l'administration, ça n'existait pas sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'un conquérant, il arrivait, il prenait des esclaves, il vous demandait de donner des esclaves, par exemple, une fois par an et de donner une partie de votre récolte, mais il ne prenait pas le contrôle de votre État de cette manière-là. Et ça, c'est important parce que si on essaye de se replacer sur la manière dont les gens fonctionnaient à cette époque-là et ce qu'ils pouvaient savoir, on comprend cette histoire différemment. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce que les gens ont en tête, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ce qui est en train de se passer. C'est un peu comme nous aujourd'hui avec le Covid, par exemple. Je veux dire, on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va advenir, et ça, c'est important à penser. Oui, c'est tout un champ d'incertitude en réalité. Et puis on voit bien que les uns comme les autres naviguent à vue d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une inconnaissance, vous en parlez, on va revenir aussi là-dessus, mais il y a une forme d'inconnaissance profonde de la part des autorités coloniales, des militaires, à tout niveau, d'un point de vue de la relation culturelle, d'un point de vue de la géographie. D'ailleurs, en parlant de géographie, on n'en a pas parlé encore. De toute façon, on ne pourra pas parler de tout, ça c'est clair et net. Ce que je disais ce midi dans une autre rencontre avec Pascal Horry, c'est qu'on est toujours dans une forme un peu lyophilisée, qui est très synthétique, et que tout ça n'est fait au fond que pour appâter le chaland, pour se plonger dans la lecture des ouvrages qui ne peuvent voilà, c'est l'objectif. Mais sur la question géographique justement, parce que là pour le coup on a vu le titre, on a délimité, mais l'espace géographique on l'a pas vraiment délimité. On a parlé d'Agadez, on a parlé de Zinder, mais le Sahara, le Sahel, ça commence où, ça finit où exactement ? Alors, l'idée, c'était donc de prendre une ville du Sahara et une ville du Sahel, parce que la manière dont l'occupation coloniale et dont la colonisation s'est réalisée dans ces régions a été très différente en fonction de si on était dans des régions sahariennes ou si on était dans des régions sahéliennes. Un point important aussi à dire, c'est que ce que je décris, on peut trouver des situations comparables, c'est-à-dire ça peut se généraliser au reste du Sahara et du Sahel, par exemple à la Mauritanie ou au Mali, même s'il y a des choses qui sont différentes, mais ça ne peut pas du tout être généralisé avec ce qui se passe dans les régions côtières ou avec ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un point très important. La colonisation, elle s'est toujours adaptée aux régions dans lesquelles elle opérait. D'abord parce que les militaires coloniaux sont extrêmement peu nombreux. Ils sont obligés de s'appuyer sur les structures existantes, de s'appuyer sur des pratiques qui sont locales, et donc leur technique, elle change
en fonction des lieux dans lesquels ils sont. Et donc, et ça, on le voit dans le livre, entre Zinder et Agadez, qui sont à peu près, qui commencent à les intéresser au même moment, on va voir qu'ils ont des pratiques complètement différenciées. Donc, on est, par exemple, au Sahel, on est dans une région qui est semi-aride, où on trouve quand même de l'eau, même si c'est quand même difficile de se déplacer. À Agadez, par exemple, ils vont avoir un problème de base, qui est que, à l'origine, eux, ils sont plutôt à cheval, et que les gens sont à chameau, et donc ils sont incapables de rattraper les gens, parce que les gens vont tout simplement beaucoup plus vite qu'eux à chameau. Et donc, il va leur falloir 4, 5, 6 ans pour ne serait-ce que maîtriser la technique du chameau, apprendre, organiser des trucs méharistes, et apprendre aussi à tout simplement à monter à chameau, à être capable de suivre Oui, parce que la création des méharistes, en fait, ça correspond à votre fermeture chronologique, c'est 1905 ou 1906, c'est dans ces eaux-là. Et ça change énormément la donne, en fait, parce que ce que vous nous racontez aussi, c'est que cette inconnaissance du terrain, là, amène des catastrophes et des situations dramatiques. Mais c'est pas seulement une méconnaissance, c'est aussi un désintérêt. Ça, c'est un point que je voudrais dire, c'est-à-dire que globalement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces sociétés-là ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est leur propre domination, leur propre pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est des choses aussi qu'on peut penser aussi aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que la richesse culturelle de ces sociétés, comment elles fonctionnent, intéresse très peu ces officiers, en intéressent quelques-uns, hein. Il y en a qui sont même devenus des savants sur ces sociétés, mais la plupart, ils ont des stratégies qui sont aussi liées à leur carrière personnelle, et puis ils bougent d'une région à une autre, et donc voilà, cette méconnaissance coloniale, elle est aussi une forme de désintérêt pour ces sociétés. Alors oui, on va revenir aussi là-dessus, mais une autre chose importante que vous signalez au début de l'ouvrage, c'est que vous insistez sur l'importance des mots. Vous avez une expression que je trouve intéressante, qui est celle de l'essentialisation infériorisante. Essentialisation infériorisante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu exactement et développer un petit peu la signification? On imagine que ça correspond à une somme de préjugés ou de présupposés, c'est ça? Donc les manières dont aujourd'hui on parle de l'Afrique et dont on pense l'Afrique et dans nos discours sur l'Afrique sont encore très marquées à la fois par la colonisation, par les vocabulaires de la colonisation, par les expressions coloniales, mais aussi par les résultats en quelque sorte, ou les effets de 4 ou 5 siècles de discours essentialisants et infériorisants sur ces sociétés. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser l'Afrique comme un tout, de manière essentialisée, avec on perçoit ces sociétés comme si elles seraient essentiellement différentes des nôtres, notamment la notion d'ethnie ou de tribu, que j'utilise pas dans le livre, ressort de ce type de questions-là. C'est-à-dire qu'on pense que l'organisation de ces sociétés serait plus spécifique qu'ailleurs et serait liée à une essentialité africaine. Et donc, ce que je propose, c'est de se débarrasser d'un certain nombre de mots qui, à mon avis, n'ont pas de valeur heuristique, dans la mesure où ils ont été très largement produits pendant la colonisation, et ensuite tellement utilisés par la colonisation qu'ils ont perdu en quelque sorte leur valeur analytique. Donc, par exemple, moi, je n'utilise pas donc le terme d'ethnie, le terme de tribu. Je n'utilise pas non plus le chef de village. Pour les Touaregs, tribu, vous l'utilisez, non? Pour les Touaregs, non? Alors je l'utilise quand les gens dont j'utilise les sources l'utilisent. C'est-à-dire quand je fais une citation, je ne change pas les mots de la citation. Ça, c'est la base de l'historien. Mais moi, j'essaye de réfléchir à d'abord ces sociétés, quel type de mots elles ont produit pour se décrire elles-mêmes, pour décrire la manière dont elles concevaient leur propre société, et à quoi ça correspond. Je préfère utiliser un vocabulaire universalisant, je préfère parler de société, par exemple, que de parler d'ethnie ou de tribu, qui donne l'idée que ces sociétés seraient différentes des nôtres, alors que je pense qu'il y a des choses qui sont universelles aussi bien dans ces sociétés, dans les nôtres. Donc c'est une forme de travail de désymbolisation coloniale, en fait, on pourrait appeler ça comme ça ou...
Oui, oui, et c'est très très important parce que sur l'Afrique, le vocabulaire colonial est encore extrêmement prégnant, hein, sans qu'on s'en rende compte parfois. Hein. Donc c'est très important aussi voilà, de choisir des mots qui ne soient pas marqués de manière péjorative. Et c'est important de penser aussi qu'on le fait parfois tous sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ces préjugés et ce racisme qui a tellement marqué nos sociétés pendant si longtemps, parfois il est encore à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. Et donc on utilise des mots qui sont péjoratifs. Par exemple? Sans s'en rendre compte. Là, j'ai dit tribu, ethnie, mais voilà, on parle de chefs de village pour des gens qui peuvent être des sultans, qui sont des gens extrêmement importants, qui perçoivent l'impôt, voilà. Je préfère parler d'État, je préfère parler de choses qui rendent compte de ce qu'étaient ces sociétés à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'étaient ces sociétés à cette époque-là, justement? On se rend bien compte que le monde sahélien est organisé autour de structures et de hiérarchies extrêmement complexes, mouvantes aussi, parce qu'il y a des jeux quand même de pouvoir qui sont pas très déterminés. Hein. On voit bien qu'il y a des sultans, par exemple, qui peuvent occuper un poste, ne plus l'occuper, qui peuvent être... enfin voilà, il y a une sorte de... C'est un terrain un petit peu mouvant. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement ce système de hiérarchie statutaire, parce qu'il est très important, parce que c'est face à ça et avec l'inconnaissance que vous avez décrite tout à l'heure que les autorités coloniales et les militaires vont se retrouver, ils vont se retrouver face à ça en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le choix d'avoir Agadez et Zinder, c'est qu'on a deux formes étatiques qui sont complètement différentes. On a d'un côté à Zinder un sultanat qui est un sultanat récent, qui en gros naît dans les années 1850 et qui était avant une dépendance du sultanat du Bornou. Et c'est en gros la dynastie qui était au pouvoir et son fondateur Tanimoun qui va réussir à faire de cette ville de Zinder un point de passage obligé du trafic transsaharien dans la deuxième moitié du 19e siècle, et sa ville et cet État vont être en quelque sorte une boom town. Tout d'un coup, ça devient un des nœuds du commerce transsaharien à cette époque. Et là, on est vraiment face à un État organisé et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un État qui est fondé largement sur l'esclavage, hein, mais comme c'est le cas aussi à Agadez, hein, dans les deux cas, on est dans des formes de sociétés qui sont des sociétés esclavagistes, au sens où elles reposent sur le travail des esclaves et où l'esclavage organise ces sociétés-là. Et donc, votre statut, par exemple, vis-à-vis de l'esclavage, détermine la capacité que vous avez à conduire la prière, à vous marier, à occuper tel type de poste ou pas. Et Agadez, là, on est dans quelque chose d'un peu différent, assez particulier. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est très ancienne, hein, attestée depuis le XVe siècle. On est dans un centre de culture musulmane extrêmement important, qui a rayonné comme Tombouctou à l'époque moderne. Et en même temps, on n'est pas face à un État qui ressemble à ce que nous, on a en tête, au sens où il y a un sultan. Mais ce sultan-là, il a été choisi par les différents groupes Touaregs pour être en quelque sorte l'arbitre de leurs conflits. Parce qu'il y a plusieurs grands groupes Touaregs. On utilisait avant le terme de confédération, aujourd'hui on entend à ne pas l'utiliser. Et ces différents groupes très puissants qui s'affrontaient entre eux voulaient quelqu'un qui serait en quelque sorte leur arbitre, mais sans être leur chef. Pour qu'il ne soit pas leur chef, ils ont choisi de choisir quelqu'un qui est toujours d'origine servile. C'est-à-dire que le sultan est toujours le fils d'une femme esclave. Et donc, ça introduit en quelque sorte à la fois le fait qu'il est au-dessus de tout le monde, c'est le sultan, mais il est toujours subalterne aux différents chefs des différents groupes. Et ce qui est très intéressant dans cette région d'Agadez, c'est qu'on a un sultan qui négocie avec le sultan de Sokoto, qui est un sultan puissant, qui a une chancellerie et ainsi de suite, mais il n'a aucun pouvoir en dehors de sa ville, et il n'a aucun pouvoir sur les différents groupes Touaregs qui l'ont choisi et qui l'élisent. Et alors, ça se complexifie encore, parce que ceux qui l'élisent ne sont pas les groupes les plus puissants. Et donc, on a à la fois un pouvoir fort et en même temps des formes de pouvoir constantes qui font aussi, et ça c'est une des spécificités de cette région du Sahel et du Sahara central, que le sultan pouvait toujours être remis en cause. Si ses administrés n'étaient pas contents de lui, ils pouvaient toujours se retourner contre lui et le faire tomber. Et c'est une des choses que les colonisateurs ont énormément de mal à comprendre, c'est ces formes de pouvoir contre pouvoir ou de pouvoir très dilués entre différentes personnes dont les statuts ne sont pas toujours hiérarchiques.
Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'ils l'ont jamais compris? Parce que, à la limite, qu'ils comprennent pas le système d'une l'organisation d'une société avant d'y arriver et qu'ils mettent du temps pour la comprendre, bon, soit, mais est-ce qu'ils l'ont jamais compris, cette société? Je pense qu'une part de ces sociétés n'est toujours pas comprise aujourd'hui, si on voit la manière dont fonctionnent notamment nos relations avec ces États aujourd'hui et nos relations aussi voilà, de nos armées, par exemple, avec les structures de ces États. Il y a une partie qui n'a jamais été comprise sur la complexité du fonctionnement de ces régions-là et qui échappe encore largement. Alors, c'est le capitaine, je ne sais pas comment on dit, Kazemajou, hein, c'est ça, Kazemajou, qui arrive à Zinder. Je vais citer, parce que je vais vous citer, parce que là, c'est un petit peu le début de la fin ou le début du début, je ne sais pas. Donc, ça se passe en 98, on est d'accord, hein. Donc je vous cite, hein, dans les premières semaines, d'Ilo jusqu'à C, elle rassemble, donc c'est la colonne, hein, c'est l'arrivée, c'est la colonne des militaires qui arrive. Alors ça montre un petit peu, j'ai choisi ce passage-là parce que ça montre un petit peu les conditions aussi, on va reparler à travers les tirailleurs dans pas longtemps. Donc je reprends, dans les premières semaines, d'Ilo jusqu'à C, elle rassemble environ 400 porteurs sur près d'1 kilomètre et dès les premiers jours, plusieurs porteurs désertent, abandonnant leurs caisses. Kazemajou, donc le chef de la colonne, donne alors l'ordre d'exécuter ceux qui tentent de fuir. C'est déjà à bout de souffle que la mission arrive à son point de départ officiel, C. Elle ne compte plus que 223 porteurs, 2 sont morts de fatigue, 8 ont été abandonnés malades sur la route, 107 se sont enfuis et 10 ont été exécutés. Un tirailleur, Nambala Keïta, accusé de vol, a essayé de se suicider et a été laissé sur place. Le publiciste Félix Dubois, vous nous direz qu'est-ce qu'il faisait dans les parages, ce publiciste Félix Dubois, a pour sa part appris à ses dépens que c'est bien la hiérarchie militaire qui prévaut dans l'expédition. Il a été renvoyé parce que, selon Kazemajou, il ne faut, ouvrez les guillemets, il ne faut dans une mission qu'une seule tête. Le reste du personnel ne doit être que des bras. Tandis que le sergent du génie d'Outrelon, abandonné pour cause de maladie. Ça montre bien un petit peu, enfin, c'est pas vraiment une débandade, on peut pas appeler ça comme ça, mais tout ça se passe avec beaucoup de difficultés et tous les récits d'arrivée, de traversée, c'est aussi ça, vous le dites dans un des passages, qu'il faut un haut degré de professionnalisme, et le mot est quand on connaît hein, la façon dont les Touaregs se déplacent dans l'espace du désert, et la complexité que ça peut avoir, et la science à laquelle ça correspond, hein, moi j'ai pu avoir l'occasion de les suivre pendant quelques temps, on se rend compte qu'effectivement, les coloniaux français sont des véritables, c'est des bleus, quoi. Enfin, voilà. Bon, alors. Donc, Kazemajou, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à occuper le terrain. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre, de ses débuts ratés, on va dire. Alors, au début, les colonisateurs vont utiliser l'imaginaire de l'exploration, qui a été très important, surtout dans la première moitié du XIXe siècle, avec ces explorateurs qui étaient partis souvent seuls découvrir certaines régions du monde et en avaient ramené des informations. Pour cette région, notamment, je pense à Heinrich Barth ou à Duveyrier. Et donc, quand les militaires commencent, et l'État français commence à vouloir s'implanter dans ces régions, ils vont utiliser cette imaginaire de l'exploration en disant qu'ils vont faire des missions pacifiques, même parfois ils utilisent le terme d'exploration. Ils disent qu'ils s'inscrivent dans les pas de leurs prédécesseurs en citant un certain nombre de gens qui ont mené des missions scientifiques, mais la manière dont ils se déplacent, la manière dont ils agissent sur le terrain est complètement différente. Concrètement, par quoi ça se joue? La première chose, c'est qu'ils ne mangent pas la même chose que ce qu'on mange dans la région. Un des signes que la colonisation arrive, c'est qu'un officier français, dans un contexte colonial, il va amener avec lui sa chaise, sa table, sa tente, et aussi toute la nourriture, puisqu'il ne va plus manger, comme le faisaient les explorateurs, le mil qui est produit dans la région. Il va vouloir boire du vin, manger plutôt du blé que autre chose. Deuxième élément évidemment extrêmement important, ils sont armés, et donc ça fait que leurs troupes sont complètement différentes des types de troupes qui étaient celles de l'exploration scientifique. D'ailleurs, là aussi il y a une question de mots, hein. Moi j'utilise plutôt le terme d'expédition, même si eux utilisent le terme d'exploration. Et donc ces expéditions armées, elles vont se retrouver très rapidement dans des grandes difficultés, parce que dans les régions arides et semi-arides, se déplacer effectivement est lié à un savoir-faire qui était maîtrisé par des
professionnels du voyage, notamment dans les sociétés Haoussa, ça s'appelait des madougous, des gens qui organisaient votre voyage, et toute étape devait être négociée et devait être, pour avoir le droit d'être protégé, pour avoir le droit de pouvoir se nourrir à tel endroit, il fallait négocier avec les autorités locales. Et là, eux, ils ne font pas ça. Ils vont avoir une logique complètement différente qui va être de s'imposer avec le discours, et ils le disent dans leur texte, qu'ils sont là pour marquer la grandeur de la France et que donc ils ne peuvent plus faire certaines choses. Et donc Casmajou, quand il arrive à Zinder, il est donc avec une très grande troupe, des centaines de caisses, dont personne ne sait ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Et par exemple, le sultan, la règle pour entrer dans le palais, c'est d'enlever ses chaussures. Et la première chose qu'il va dire, c'est « Je ne me déchausserai sous aucun prétexte et aucun de ceux qui m'accompagnent ne se déchaussera pour entrer dans le palais du sultan ». C'est intéressant de penser que c'est quelque chose dont à Zinder, les gens se souviennent encore, parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement impoli de pouvoir proposer quelque chose comme ça. Bon, la négociation a lieu et finalement, le sultan décide d'accepter de le laisser rentrer avec ses chaussures en faisant enlever tous les tapis de son palais. Et il y a une négociation. Casmajou est très content, il pense que ça se passe très bien. Alors, et puis le jour de la veille de son départ, il veut aller à un dîner. On lui dit, plusieurs personnes dans la ville lui disent tu ne devrais pas y aller tout seul, tu devrais y aller avec tes soldats, fais attention, vas-y armé. Il ne les écoute pas, et là, à ce dîner, il se fait assassiner, ainsi que l'interprète de la mission. Et ce qui est intéressant, c'est j'ai réussi à retrouver des versions de l'intérieur du palais qui donne la version de pourquoi il aurait été assassiné. Et ce qui est intéressant aussi, d'une certaine manière, c'est que ces différentes versions, qu'elles soient en Haoussa ou en arabe, ne donnent pas une seule idée. Et on voit aussi qu'il y a eu tout un débat pour savoir est-ce qu'il fallait le laisser passer ou ne pas le laisser passer. Oui, ils discutent entre eux, ils disent on le tue pas, enfin, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est un voyageur comme les autres? Une des grandes questions, c'est ça. Est-ce que c'est un voyageur comme les autres, donc qu'on doit protéger? Ou est-ce que c'est le représentant d'une armée ennemie qui transporte avec lui des armes et il va dans la direction de notre pire ennemi? Et si c'est un voyageur normal, évidemment, on doit le protéger, ça fait partie de notre culture, enfin, c'est des choses qu'ils disent, ça fait partie de nos valeurs. Et par contre, si c'est un homme armé qui a pour but de prendre le contrôle sur nous, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on voit ces discussions, et finalement, ils arbitrent pour tuer Casmajou, qui est le premier Français à rentrer dans la ville de Zinder. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que, enfin, on l'a évoqué, vous avez parlé tout à l'heure de l'infériorité numérique des troupes coloniales, avec la question que ça pose, en fait, au départ. Mais il y a quand même une supériorité technologique, tout simplement le fusil, que les Touaregs à ce moment-là n'ont pas. Ça va jouer quand même pas mal dans la bascule, non ? Pour vous donner une idée, Casmajou, c'est 2 Européens et 30 tirailleurs. Alors après, quand on lit son texte et qu'on voit son côté très vindicatif, très agressif, ça interroge quand on est aussi peu nombreux dans des villes de 20 000 habitants. Alors après, il y a clairement une supériorité technique qui est très importante pour cette région, qui n'est pas vraie partout, mais là, pour cette région. Dans l'Aïr et même dans le sultanat de Zinder, on avait des fusils, mais on avait des fusils uniquement à un coup, ou des fusils à pierre, donc des fusils anciens qui mettaient du temps à recharger. Et ils n'avaient pas du tout d'expérience de ce que pratiquent les tirailleurs et l'armée française, c'est-à-dire le tir en feu de salve à 2 coups, qui là va en quelque sorte les stupéfier. Aussi un point que je pense qui est presque un point anthropologique, comme on était dans des sociétés esclavagistes, quand on partait au combat, on partait d'abord au combat pour capturer les gens, pas pour les tuer. Tandis que là, une des choses qui frappe les gens, et ça on le voit dans les sources, c'est le fait que les Français partent au combat pour tuer, et que quand ils font des feux de salve, ils peuvent tuer 100 personnes ou 100 personnes d'un coup. Et ça, c'est très impressionnant. Alors, par exemple, pour les Touaregs, une des choses qui ne fonctionne pas du tout, c'est qu'eux font des cavaleries, ouais, on dira Diane. Voilà, ils font voilà, ils arrivent avec leur cavalerie en très, très grand nombre, c'est ce qu'ils faisaient avant, et en fait, ils passaient dans les villages et ils prenaient femmes, enfants, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, on a les militaires français qui se rendent compte qu'eux, ils n'ont qu'à rester comme ça en ligne et à leur tirer dessus, et tous les chameaux tombent, et tous les hommes tombent, et là, voilà. Il y a quelques combats comme ça à Agadez, et très vite, les combattants touaregs se rendent compte que ça n'a aucun intérêt d'affronter les militaires français. Et ils décident, et ça on le voit dans les sources, ils décident qu'à partir d'un certain moment, ils vont juste les éviter et ne jamais rentrer en contact avec eux, et que c'est uniquement quand ils auront récupéré le même type d'armes qu'eux, que là, ils recommenceront à les affronter.
Est-ce que ça, c'est pas une tradition touareg aussi? Parce qu'il y a une forme d'attentisme un petit peu, enfin même pas que chez les Touaregs d'ailleurs, hein, dans les mentalités, j'ai envie de dire, enfin vous allez, c'est sous votre contrôle, hein, mais dans les mentalités de la région, il peut y avoir aussi une forme d'attentisme, c'est-à-dire que on attend de voir un petit peu, c'est pas quand les gens, quand l'ennemi entre guillemets débarque on va mettre en place des opérations militaires et guerrières. Il y a aussi de la part des Touaregs cette espèce de regard un petit peu de recul. Non, ça fait partie des mentalités de la région. Des mentalités, je ne sais pas, je serais peut-être un peu... voilà. Mais qu'on peut dire, c'est que clairement, une de leurs pratiques, c'est surtout parce qu'eux, ils ont la maîtrise du terrain. Ils ont l'habitude, effectivement, de laisser les gens arriver et de les observer d'endroits que les autres ne voient pas. Et ensuite, parfois, de les attaquer une fois qu'ils sont... Ou de les laisser, de les guider dans certaines régions qui sont des régions... voilà, de faire partir un petit groupe dans une région dont ils savent très bien que, en fait, après, ils seront, par exemple, dans une gorge et qu'ils pourront les attaquer. Donc ça, oui, il y a des formes de... Enfin, ça correspond à des pratiques guerrières qu'on peut retrouver aussi dans les sources. Alors, le temps passe, c'est terrible, c'est tragique. Il y a 3 thèmes que je voudrais aborder rapidement, puis on laissera 10 minutes pour questions-réponses avec le public. Il y a 3 thèmes, c'est celui, enfin, que j'ai dégagé, qui sont des thèmes, vous allez me dire si je me suis trompé ou pas, mais qui sont des thèmes dominants, on va dire, dans votre ouvrage, celui de l'esclavage, celui des tirailleurs et celui de la question de la sexualité, des relations amoureuses entre les coloniaux et les femmes du Sahel et du Sahara. Alors, sur la question de l'esclavage, vous dites que ça représente une réalité massive dans des espaces urbains très inégalitaires, hein, dans les sociétés même. Et la manière dont l'esclavage a influé sur les débuts de l'occupation coloniale est fondamentale. Est-ce que vous pouvez en quelques rapidement, maintenant on va essayer d'avancer un peu plus vite, mais c'est ce qu'on disait, hein, cette rencontre n'est qu'une amorce. Donc effectivement, ce sont des sociétés esclavagistes. Dans certaines des villes, par exemple Kano, on a des chiffres assez précis où on sait que environ la moitié de la population était esclave. Donc voilà, en gros, pour ces différentes villes, on est entre 25 et 50% d'esclaves pour cette seconde moitié du 19e siècle. Alors c'est un phénomène qu'on pourrait expliquer, hein, qui est lié aussi à la fin de la traite atlantique et à la fin des traites aussi vers le monde musulman, qui fait qu'en fait une partie des esclaves ne sont plus exportés et donc on va construire aussi dans ces sociétés des structures qui ressemblent à des formes de plantation aussi. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que les militaires français savent qu'il y a de l'esclavage dans ces sociétés, c'est-à-dire, et c'est pareil pour ce qui est aujourd'hui le Mali, ils ont l'idée que c'est des sociétés où il y a de l'esclavage, mais ils ne comprendront jamais complètement le poids de l'esclavage à l'intérieur de cette société. Et qu'il peut y avoir une très grande variété à l'intérieur des statuts d'esclaves. C'est-à-dire qu'on a des ministres parmi les plus importantes personnalités dans les palais qui sont aussi des esclaves. Et donc, voilà, entre l'esclave qui va être dans une plantation, les concubines du harem ou les eunuques qui sont très importants dans ces palais, on a une très grande variété de situations différentes. Et donc voilà, pour moi, c'est une des clés de compréhension de ce moment, c'est aussi cette question-là. Il n'y a pas un esclave. C'est ça qui est très important à comprendre. Comme vous le dites, je vous cite justement sur les relations des militaires français avec l'esclavage. L'attitude ambiguë des militaires français sur la question de l'esclavage est constante. Ils laissent les tirailleurs capturer et asservir des individus, protègent leurs esclaves et les empêchent de s'enfuir, mais dans le même temps accueillent des femmes esclaves qui tentent d'échapper à leur maître et parfois libèrent certains des individus capturés. C'est vraiment un mouvement comme ça incessant. Ainsi procède Boutel à propos d'une esclave. Alors Boutel, rappelez-nous, c'est un... Diriger le poste de Zander dans les années 1902 à peu près. Ainsi procède Boutel à propos d'une esclave, entre guillemets, rendue à son mari, qui est joueur de clarinette et qui l'assomme toute la journée de ses louanges chantées et des accents criards de son instrument. Lorsque Joallan revient avec la troupe de tirailleurs après l'occupation du Tchad, la plupart de ces hommes retrouvent leurs femmes et leurs esclaves. Par exemple, les grandes expéditions dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme la plus tristement célèbre, la mission Voulet-Chanoine, ce sont des missions où, en réalité, les officiers français n'ont pas vraiment les moyens de rémunérer la troupe d'une manière à ce que les tirailleurs ne s'enfuient pas. Donc,
comme ils n'ont pas les moyens de les payer, ils vont les autoriser à capturer des esclaves. Et donc, une mission comme la mission Vous les chanoines, elle va, au début, on a autour de 800 personnes, et plutôt autour de 500 personnes, et quand elle arrive, on est autour de 1200 personnes. Ils ont capturé des centaines d'esclaves au fur et à mesure de la route. Mais même au début de l'occupation, dans une ville comme à Zinder, comme à Agadez, quand ils font des opérations armées contre les villages, ils autorisent les tirailleurs à capturer des esclaves. Et ces esclaves sont ensuite protégés et considérés comme des propriétés de ces tirailleurs à l'intérieur du camp des tirailleurs. Donc on voit une grande ambiguïté, hein, et en même temps, ils vont dénoncer l'esclavage, ils vont dire qu'ils sont là pour libérer ces sociétés de l'esclavage. Donc on voit toujours des formes de complexité autour de ces questions-là. Oui, c'est ce que vous dites à plusieurs reprises, c'est que ces colonnes, ces militaires, c'est l'expression que vous utilisez, se nourrissent sur le pays. C'est leur propre expression. C'est-à-dire qu'ils utilisent eux-mêmes, ils le disent. Alors ils disent que c'est parce que leurs supérieurs ne leur donnent pas assez de moyens. Ils sont obligés de se nourrir sur le pays. Et en même temps, ces femmes esclaves participent à l'économie coloniale d'une certaine manière, parce qu'elles vont apporter un tribut par le travail, tout simplement, qui va permettre aussi, qui va faciliter la construction de l'implantation. Par exemple, concrètement, une des choses qui permet à ces grandes colonnes d'avancer, c'est le travail gratuit des femmes de tirailleurs et des femmes esclaves des tirailleurs. Donc, idem, comme on payait tellement mal les tirailleurs, on les a autorisés à capturer des esclaves et on les a aussi autorisés à emmener leurs femmes et leurs enfants avec eux. Et très rapidement, c'est théorisé dans des ouvrages publiés par des officiers. On se rend compte qu'il y a un intérêt économique très important, c'est que ces femmes-là, elles font tout un tas de travail gratuit. Qu'est-ce qu'elles font concrètement ? C'est elles qui font le pactage, c'est elles qui portent tous les effets des tirailleurs, c'est elles qui font à manger pour la troupe, c'est elles qui se débrouillent pour trouver à manger. Et donc, elles représentent un intérêt, et les officiers le disent, très important pour le camp, par tout le travail gratuit qu'elles font, avec l'idée en plus qu'elles permettent que les tirailleurs soient attachés et n'aient pas tout le temps envie de s'enfuir, puisqu'ils ont leurs femmes et leurs esclaves avec eux. Alors justement, pour revenir à l'esclavage, et pour finir peut-être rapidement, on va aborder la question des tirailleurs. On n'aura pas le temps d'aborder la question de la sexualité et des relations amoureuses, mais justement, tout est dans le livre. Vous nous rappelez qu'entre 1905 et 1906, sur la question de l'esclavage, d'ailleurs, l'abolition est en 1905 par l'AOF, vous nous rappelez qu'il y a une brèche qui s'ouvre, mais qui se referme aussitôt. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça ? C'est-à-dire qu'en 1905, l'esclavage va être aboli donc, dans l'Afrique occidentale, officiellement dans l'Afrique occidentale française, mais très très rapidement, on le voit dans les rapports des militaires et des officiers. Il va y avoir un discours qui monte localement, qui est de dire on ne peut pas, ces sociétés ne sont pas prêtes, ne sont pas mûres à ce qu'on abolisse réellement l'esclavage. Donc on l'a fait. Les gens de Paris ont aboli l'esclavage, mais concrètement, c'est impossible à mettre en œuvre. Et donc on théorise rapidement l'idée que c'est impossible. Et donc, on va renoncer à l'appliquer. Et ça, c'est clair dans les différents textes de l'administration coloniale. On renonce à l'appliquer à peu près au même moment où on le proclame. Et donc, l'abolition de l'esclavage ne sera jamais mise en place dans ces régions-là. Ou alors vraiment très, très tardivement après la Seconde Guerre mondiale. Et encore. Et encore. Enfin, de toute façon, l'esclavage est toujours très présent au sein de ces Voilà, sociétés. c'est ça. Il est toujours présent en réalité. Et je voudrais rajouter un point. Il y a des relations amoureuses, il y en a une, mais il y a aussi une domination sexuelle et de la prédation sexuelle, et ça c'est aussi important. La violence coloniale est aussi une violence à l'égard des femmes. Voilà. C'est l'objet d'un chapitre, mais on va pas. Il est déjà 5. On va pas avoir le temps de l'aborder. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si, quand même. Enfin, c'est important. Les tirailleurs possèdent des femmes, comme on l'a vu, comme vous le disiez. Et puis alors aussi, il y a la question de l'abstinence sexuelle de la part des militaires français. On leur conseille pour ceux qui n'ont pas la force morale nécessaire pour supporter 2 ans de continence absolue, il n'y a qu'une seule ligne je cite un manuel en fait militaire que vous retranscrivez, il n'y a qu'une seule ligne de conduite possible, c'est l'union temporaire, ça c'est important, avec une femme indigène bien choisie. Alors, ce qui est important, c'est que dans cette région-là, on est dans une présence
coloniale exclusivement masculine, jusqu'aux années 1920. C'est-à-dire que les femmes sont interdites dans le territoire militaire du Niger parce que c'est un territoire militaire. Et donc, il n'y a que des hommes européens. Et donc, ça se théorise déjà pour le Soudan, donc ce qui est le Mali aujourd'hui, l'idée que, voilà, comme ils vont être 2 ans en poste et que ça va être très difficile pour eux d'arriver à se contenir, il faut la meilleure chose est de prendre ce qu'ils appellent une femme indigène. Alors là, c'est un point important parce que il y a vraiment aussi des formes de prédation sexuelle qu'on voit dans les archives. Alors là, c'est plutôt effectivement dans les archives privées, c'est plutôt à la marge, hein, mais on voit aussi là, quand vous dites prédation sexuelle, vous parlez de pédophilie en réalité. Voilà, la pédocriminalité à l'égard de très jeunes filles, c'est assez institutionnalisé dans certaines de ces régions à cette époque-là, avec l'idée que d'abord la maturité sexuelle chez les femmes africaines viendrait plus tôt, donc une petite fille de 10 ans ou 12 ans serait plus mûre qu'une enfant française. C'est important de dire ces choses-là parce que voilà, c'est même pas caché, hein, c'est officiel dans les. Oui, elles sont femmes avant les occidentales en fait. C'est la théorie raciale qui a développé cette idée-là, et effectivement, on voit voilà des pratiques qui sont aussi des pratiques aujourd'hui qui sont déjà à l'époque réprouvées par la morale en Europe, hein, et réprouvées par la loi, et donc c'est un point important. Mais au milieu de ça. Voilà, je suis tombée sur une lettre d'amour, une correspondance amoureuse entre un officier français et sa femme, Ouma Diko, avec la lettre que lui a écrite en français. On lui promet de revenir, il lui dit qu'il veut faire sa vie, qu'il a demandé une réaffectation au Soudan pour être avec elle, qu'il espère qu'elle tient sa promesse. Et elle lui répond dans une lettre en arabe en lui disant qu'elle maintient ce qu'elle lui a promis et qu'elle va tout faire et qu'elle espère qu'il va revenir. Et donc, voilà, on voit une complexité aussi de relations. Il y a une dimension amoureuse assez touchante, hein, d'ailleurs, dans les extraits que vous citez. Après, on a l'impression aussi que tout ça reste dans les limites géographiques, en réalité. C'est-à-dire que ces amours au fond, c'est l'impression que j'ai eue, que ces amours sont impossibles et que le passage d'un monde à l'autre ne s'effectuera jamais, je me trompe. Alors, il y en a qui sont passés d'une certaine manière de l'autre côté. C'est d'ailleurs c'est théorisé aussi par les autorités coloniales. S'ils les font changer d'endroit tous les 2 ans, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se rapprochent trop des populations, hein. Il y a tout un tas d'instructions sur ces questions-là. Et un officier qui serait trop proche des populations locales, de sa femme. Par exemple, il y a un officier, je raconte dans le livre, qui perd son enfant qu'il a eu avec sa femme de la région, et il est désespéré, et il essaye d'en parler aux autres officiers, et l'autre lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton négrillon? C'est tant mieux pour toi, comme ça tu n'auras pas de problème à gérer une fois que tu partiras. » Et lui, il dit mais que pour lui, c'est horrible qu'on puisse penser à son enfant de cette manière-là. Alors lui, par exemple, c'est quelqu'un dont les gens se souviennent encore au Niger, le capitaine Salaman, c'est plutôt pour l'Ouest. Mais donc voilà, parce qu'ensuite, il a fait toute sa vie là-bas, et il a eu des relations très fortes avec l'Ouest du Niger. Donc voilà, on a toute une variété de la violence et de la prédation sexuelle jusqu'à effectivement des relations qui sont de notre nature. On va s'arrêter là, mais ce qui est important, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est on s'en souvient encore. C'est-à-dire qu'en fait, ça aussi, c'est important de le signaler. Je peux faire une petite conclusion avant de donner la parole au public s'il y a des questions. C'est de rappeler quand même que les violences, certaines situations, les trahisons, les volte-face, tous les récits, ils sont nombreux que vous nous rapportez. Aujourd'hui, les populations gardent, pour certaines, une mémoire de ces événements-là. Et ça, c'est quand même extrêmement important de le signaler. On est en gros à 2 générations, là. Donc, il y a des gens dont c'est les grands-pères. Par exemple, concrètement, le sultan d'Agadez d'aujourd'hui, c'est son grand-père qui était le sultan au moment de la colonisation française, et son grand-oncle qui a été tué par les Français, et ensuite son grand-père qui a été choisi comme sultan par les Français. Mais c'est la même chose ici, hein. C'est souvent des grands-pères, des arrière-grands-pères. Voilà, c'est une histoire qui est quand même très proche de nous et qui touche encore nos sociétés. Et alors, en parler... là-bas comme ici, c'est aussi des manières de construire peut-être un futur différent. Merci beaucoup Camille Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Parlez fort.
Oui, oui. Vous avez parlé des langues, et je voulais savoir comment l'armée française fait linguistiquement. Est-ce qu'elle arrive avec des gens qui sont déjà un peu compétents, improvisent complètement, ça se passe comment en fait? Alors, c'est une excellente question. C'est une question que j'ai travaillé dans le livre, mais qui a aussi beaucoup été étudiée par Cécile Van Den Haven, notamment, qui a travaillé sur le français tirailleur et sur l'usage du bambara par l'armée française. Ce qui va se passer, c'est que une large majorité, environ 40% des tirailleurs, sont pas sénégalais, ils sont originaires du Soudan, de ce qui est aujourd'hui le Mali, et une partie sont bambara ou d'origine mandingue, et donc les militaires français vont choisir que la langue à l'intérieur de leur armée soit, pour une part, le bambara. Et donc, voilà. Après, les officiers le décrivent très bien. On est dans une situation de Babel linguistique, au sens où personne ne parle la même langue. Certains des militaires français ont, par exemple, appris une langue africaine, mais très souvent, ils ont appris le bambara ou ils ont appris le peul, comme Gaden, par exemple. Et dans ces régions-là, ça ne leur est pas utile. Il n'y a pas d'intercompréhension entre le peul qui est parlé par les peuls de cette région-là et les peuls des régions du Mali où ils l'ont appris. Donc même ceux qui parlent une langue africaine ne parlent pas les langues de la région. Alors il y en a certains, il y en a un qui est très important dans le livre, qui s'appelle Landerouin, qui lui va apprendre les langues de la région, va apprendre le Haoussa, va apprendre le Tamashek. Et en fait, c'est parmi les choses les plus intéressantes que j'ai pu trouver sont liées au fait que lui, il comprend. Et donc, lui, il comprend toute une partie de ce qui se dit sur ses collègues, toute une partie de ce qui se joue dans la société, parce que lui, il parle Haoussa, alors qu'aucun autre de ses collègues ne parle Haoussa. Et l'autre langue véhiculaire, c'est l'arabe, mais c'est un arabe qui n'est pas parlé par les gens. C'est une lettre qui est essentiellement écrite. Il y a très peu de gens dans ces régions-là qui sont capables d'avoir une conversation en arabe. Même ceux qui sont des très bons lettrés, voilà, ils ont un rapport beaucoup plus écrit voilà, qu'oral à ces langues. Monsieur, vous avez une question ? C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, Jean Rouch. Effectivement, il est... Oui. Alors lui, la différence, c'est que lui, il a travaillé plutôt sur le monde zarmaphone, donc l'ouest du Niger. Et donc, moi, j'ai travaillé plutôt sur des zones qui sont haoussaphones ou tamashekophones, Agadez. Voilà, il y a vraiment des bandes linguistiques, en gros, dans cette région-là. Et donc, j'ai peu travaillé sur l'ouest. Mais globalement, il a écrit des choses qui sont majoritairement anthropologique, et il me semble pas qu'il ait recueilli le type de documents dont je parlais, c'est-à-dire, enfin, il a filmé des choses formidables, il y a tout un aspect anthropologique pour comprendre cette société dans les années 30, mais il me semble pas que dans ses archives, il y avait des choses autour plutôt du passé, et voilà. Mais bon. On en a parlé au début, c'est Des pays au crépuscule. Des pays au crépuscule. Des pays au crépuscule. Et d'ailleurs, livre que Camille Lefebvre va signer dans un quart d'heure, je le signale pour ceux que ça intéresse, au stand... Ne me laissez pas seul, venez discuter avec moi au stand de Fayard. Stand 95, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. À la librairie, stand 95, édition Fayard. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, non ? Très bien. Oui ? Alors, c'est une question très importante aussi. Alors, disons qu'en histoire de l'Afrique, la notion de résistance, elle a d'une certaine manière, été tellement dominante dans les années 50-60 on a posé cette notion générique sur toute une variété de situations. Et on a aussi le problème du mot résistance, et pourquoi je l'utilise peu, c'est qu'on a tendance à construire une opposition entre voilà, ceux qui collaboraient et les résistants. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que dans beaucoup de situations, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui se joue, par exemple, très souvent, c'est qu'il y a des conflits locaux qui vont avoir des effets sur les relations avec les militaires français, qui vont pousser certains à être contre eux ou certains à être avec eux. Mais si je l'appelle résistance, c'est comme si toute leur manière de penser était uniquement positionnée vis-à-vis des colonisateurs. Alors que ce que je vois dans les sources, c'est que très souvent, les colonisateurs, c'est un peu la 5e roue du carrosse. C'est-à-dire, ils voient tous leurs enjeux, tous leurs conflits, et à l'intérieur, tout d'un coup, il y a ces militaires français qui arrivent. C'est pas du tout la même chose une fois que la domination coloniale est installée, qu'on est vraiment dans un contexte de domination, et que là, n'importe quel acte de désobéissance peut être une forme de résistance destinée... Là, on est dans quelque chose où les choses sont pas encore déterminées. Et donc, les Français, c'est un acteur parmi d'autres. Donc, voilà. Je n'ai pas bien posé ma question, mais est-ce qu'il y a des résistances face à vous, aux
Ah, d'accord, j'ai pas compris, pardon. En tant que chercheuse, c'est ça que vous voulez dire. En tant que chercheuse, voilà. Alors, c'est une question très intéressante aussi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est une histoire qui est très polémique au Niger, au sens où parler d'esclavage aussi ouvertement que je le fais, raconter notamment que le grand-père du sultan, qui est le sultan actuel, s'est fait avoir par son eunuque. Ce qui est considéré dans l'histoire du Niger comme une grande résistance est en réalité son eunuque qui a fabriqué une fausse résistance pour le faire tomber et qui a réussi à prendre le pouvoir à sa place. Donc c'est des choses qui sont complètement taboues au Niger. Mais les gens ont toujours accepté. Les gens acceptent le dialogue, acceptent que je leur raconte des choses qui sont profondément dérangeantes pour leur société. Là, les résistances, je les ai plutôt rencontrées du côté de l'ambassade de France, où certains ont trouvé que j'avais des positions qui étaient qui salissaient l'histoire de la France aujourd'hui, et où, par exemple, j'ai organisé une exposition à Zinder, et il y avait une conférence où le sultan est venu et a accepté que je dise tout ça face aux gens, alors que les gens disaient « mais tu peux pas dire un truc pareil ». Mais par contre, l'ambassade de France a fait enlever un des panneaux dans lequel je disais que la relation entre la France et Zinder avait été extrêmement violente, et que les Zindérois avaient tué Kazmajou, mais que les Français avaient ensuite décapité le sultan et mis sa tête sur un pic pendant des mois. Voilà. Donc voilà. Vous diriez plutôt que la censure vient plutôt du côté des autorités françaises, finalement. Alors, bon, c'est pas toutes les autorités françaises. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une partie. Voilà, mais j'ai été assez étonnée. Je pensais que c'était des choses qui étaient assez admises, de dire que la colonisation comportait de la violence. Ça me paraît pas être des choses qui puissent poser problème aujourd'hui, mais bon. Merci beaucoup Camille Lefebvre. C'est un livre à lire, Des pays au crépuscule. Vous pouvez la retrouver dans pas longtemps, c'est-à-dire incessamment sous peu, à la Halograin. Merci à tous. Merci Camille Lefebvre. Merci à vous.